What is up, family? We have another Patreon request. We got the final 9 out of 9 Série Gaule romaine. Attila contre la Gaule. La bataille des champs. Champions. Catalonique. Let's go. So, I believe the how do you even pronounce it? Les Huns, ils vont attaquer the West. That's where we left off. They're definitely going to do it. Nous sommes dans l'Empire romain d'Occident, en 450 après Jésus-Christ. Okay. Alors que la guerre menace encore aux frontières de la Gaule, How's this going to end? Rome entame la phase terminale de son déclin. Partout, après des siècles d'épidémies, d'invasions et de crises économiques, le territoire apparaît dévasté, ruiné et vidé de ses habitants. En effet, les temps prospères de la Pax Romana semblent révolus et l'État romain est un État failli qui n'assure plus ses missions régaliennes. Les villes d'Occident, autrefois riches et prospères, sont laissées à l'abandon, les campagnes n'ont plus d'agriculteurs, les routes sont le terrain de jeu des pillards. Beaucoup, parmi les religieux, parlent de fin du monde, voire d'apocalypse. Ainsi, à la cour de Ravenne, il devient clair que la guerre contre Attila, le fléau de Dieu, est un combat pour la survie de l'Empire. Néanmoins, du côté du roi des Huns, la guerre est une opportunité fantastique. Pour la première fois de leur histoire, les guerriers nomades combattront aux côtés de Germains, de Sarmates, de peuplades différentes vivant sous la domination d'Attila. L'ambition est très claire pour le souverain. Par la guerre et la conquête, fédérer des populations de langues et de cultures différentes dans un empire éternel. Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. Oh. Le saviez-vous? Dans l'Antiquité sérieux. He didn't do that on the last one. Ses descendants le déifiaient pour le où l'on plaçait de l'encens, du grain, voire pouvait organiser des poursuites. Ses descendants, peut-être un véritable arrêt tout pauvre, était une affaire prise très au sérieux. En effet, de ses autorisés par MyHeritage de savoir riche d'un ancêtre légendaire, mais dans les deux cas, ses descendants le déifiaient. On place pratiquant le même culte. La rumeur courait alors que si les divins ancêtres étaient satisfaits, et les maladies disparaîtraient. Bref, pour un Romain, connaître sa généalogie autant si vous reconstituez votre histoire de famille. Wow. Grâce à MyHeritage, découvrez les dessous de votre arbre façon très simple. Entrez vos ethnologies facilement. J'ai récupéré directement. Bref, en dessous de la vidéo. Voilà. Oh là là. Ah, ok. En 450 après Jésus-Christ, Attila prépare l'invasion de l'Empire d'Occident. Avec une armée très hétéroclite, il veut s'emparer de la Gaule qui, semble-t-il, n'aura pas les moyens de se défendre. En effet, comme vu dans l'épisode précédent, Ravenne vient de perdre la Bretagne, désormais contrôlée par les Angles et les Saxons. Les habitants, qu'on appelle Bretons, ont même quitté la Grande Île en catastrophe pour rejoindre les côtes armoricaines. Mais quand ils arrivent, le territoire est absolument désert. À cause de la piraterie côtière, à cause du brigandage, à cause de la ruine de l'État, les habitants se sont réfugiés dans les forêts, voire dans les grottes. Plus personne ne sait écrire, plus personne ne sait lire, plus personne n'a de contact avec les régions voisines. Je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Le pays, replongé dans la proto-histoire, vit dans la misère la plus totale. Wow, beautiful. Pas de quoi, cependant, entamer la motivation des Bretons. Ces derniers font de l'Armorique leur Nouvelle-Bretagne, pendant que la Grande Île devient l'Anglia, la terre des Angles et des Saxons. Seulement, en Gaule, le sort des Armoricains n'est pas un cas isolé. Au contraire, toute la zone entre le Rhin, le Rhône, la Loire et la Seine est devenue un désert démographique. Sur le chemin prévu par Attila, on trouve donc des cités fortifiées, mais leur nombre d'habitants ne doit pas dépasser les 2000 ou les 3000 âmes. Et surtout, dans les espaces situés entre ces villes, la campagne est presque vide. Il n'y a plus de champs, plus de magasins, plus de villages. Dans ces conditions, comment Attila peut-il ravitailler son armée? Si vous vous souvenez des guerres de César, il y avait toujours un peuple gaulois pour nourrir les Romains. C'est d'ailleurs grâce à ce soutien logistique que le proconsul avait pu faire ses grandes manœuvres. Mais 500 ans plus tard, alors que la Gaule est entrée dans l'âge sombre, Attila n'a personne pour l'aider. Son armée, en conséquence, n'a pas dû dépasser les 30 ou les 40 000 hommes. Maintenant, puisqu'il sait que sa conquête sera pénible,
le roi des Huns propose des alliances au peuple fédéré à Rome. Il parle avec les Visigoths, avec les Burgondes, avec les Alains. Il argumente en prétextant que l'Empire se meurt et qu'il est temps de le rejoindre. Mais alors qu'il est en pleine tractation diplomatique, le Magister Militum Aetius, chargé de la défense de la Gaule, réagit promptement. Il envoie des émissaires auprès de tous les peuples germaniques, il les rappelle à leur devoir, il répète que le statut de fédéré implique de prendre les armes quand Rome appelle au secours. En bon diplomate, Aetius offre même aux Francs-Saliens un statut de fédéré, ainsi que de nouvelles terres en Gaule-Belgique. Il s'assure également du soutien des Bretons, puis désigna Aurelianum, aujourd'hui Orléans, comme point de rendez-vous pour les armées. Bonne idée. Ainsi, pour tous les peuples fédérés, vient l'heure du choix pour leur avenir. Chez les Francs-Saliens, qui ont toujours défendu la frontière du Rhin, beaucoup de familles souhaitent rejoindre l'Empire des Huns. Comme avec César et les Gaulois, comme avec les Perses et les cités grecques, l'envahisseur s'ingère dans les affaires locales et tente de corrompre, de diviser, de détourner l'attention. L'objectif est de démembrer son ennemi et de trouver du ravitaillement sur son chemin. Mais pour le semi-légendaire Mérové, le grand-père de Clovis, il est clair que les Francs-Saliens doivent répondre à l'appel de Rome. Les Huns ont-ils vraiment des choses à offrir ? Y a-t-il un intérêt à ce que les Francs les rejoignent ? Même si on n'en connaît pas les raisons précises, les appels d'Attila sont rejetés et les guerriers se mettent en marche vers Orléans. Concernant les autres peuples, les Burgondes et les Alains semblent également ne pas broncher et répondent à l'appel de leur maître. Par contre, du côté wisigoth, la situation n'est pas si simple. Ce peuple germanique est littéralement détesté pour avoir fait le sac de Rome en 410, et Attila tenterait de les attirer dans ses rangs. Aetius le sait pertinemment, il n'aura pas les moyens de contrôler ces Germains. Pour avoir la paix, en effet, Ravenne leur a confié un territoire immense entre l'Aquitaine et l'Hispanie. Le soutien de leur roi, qu'on appelle Théodoric, dépendrait plus d'un calcul politique que d'un comportement loyal. Pire, si jamais Théodoric est reconnu comme le grand gagnant de la campagne, il pourrait en profiter pour prétendre à plus de pouvoir. Aetius marche donc sur un fil. Quand les Visigoths lui confirment leur venue, il doit s'assurer que cet allié gênant ne soit pas porté en triomphe. Mais qu'importe désormais, il faut parer au plus urgent et sauver Rome de l'effondrement. Après son revers diplomatique, Attila ne perd aucun instant et traverse le Rhin près de Moguntiacum. Dès le début du printemps, la cité frontalière est soumise, puis l'armée d'invasion se divise en deux. Un premier groupe descend la Moselle, direction Treverorum et Dividorum, aujourd'hui Metz. Un deuxième prend la direction d'Agrippina, puis de Tournai, la nouvelle capitale des Francs-Saliens. Par contre, comme le territoire est un désert démographique, on peut imaginer que les cavaliers sont envoyés à des kilomètres à la ronde pour chercher la nourriture. Chaque village a dû être fouillé, pillé, saccagé pour trouver le moindre stock de grains. De plus, comme les villes sont fortifiées, il a sûrement fallu les prendre d'assaut avec des machines de guerre, des béliers, des tours de siège, des catapultes, des onagres. Attila a fait passer l'art de la guerre des Huns dans une nouvelle ère. Par contre, il en est réduit à des marches lentes et pénibles sur un territoire presque vide, si bien qu'il laisse aux défenseurs le temps de se ressaisir. En effet, bien à l'abri derrière la Loire, Aetius attend les fédérés de pied ferme. Si aucun détail de la campagne ne nous est parvenu, il semble que devant la force de frappe de l'envahisseur, les Francs-Saliens aient dû abandonner leur capitale. Y a-t-il eu des combats pour ralentir le rouleau compresseur ennemi ? Y a-t-il eu de la résistance dans les villages ? Y a-t-il eu des embuscades ? De cette guerre entre Germain d'Attila et Germain d'Aetius, les historiens ne savent rien. On ne sait même pas si le roi Mérové, dans ces temps difficiles pour les Francs-Saliens, a pu partir avec son armée. Peut-être qu'il est resté sur place Totally forgot about him, ouais. pour cacher les femmes et les enfants. Peut-être que les femmes ont pris les armes pendant que leurs maris marchaient vers Orléans. Peut-être que les stocks de vivres ont été brûlés avant l'arrivée des Huns. Bref, on peut supposer qu'en laissant la Gaule à son triste sort, Aetius espère provoquer des difficultés de ravitaillement. Et pendant que l'ennemi s'épuise, il demande à la population de résister le plus possible. Pourtant, devant l'armée d'Attila, c'est plutôt l'instinct de survie qui guide les comportements. Comme les Huns ne laissent pas de survivants, et que le bruit court que les cités se font réduire en cendres, les habitants fuient en catastrophe dans la nature. My goodness. C'est donc aux élites de mobiliser les citadins, et certains le font de manière exemplaire. Selon la légende, dans la cité de Lutetia Parisiorum, une femme, du nom de Geneviève, aurait pris la parole devant la foule. Que les hommes fuient s'ils le souhaitent, qu'ils abandonnent la ville à son triste sort, mais nous, les femmes, nous resterons sur place pour nous défendre. Wow. Néanmoins,
Si la légende de la patronne de Paris est belle, Attila serait plutôt ralenti par sa logistique défaillante. En effet, quand il fait la jonction de son armée sur les bords de Seine, il est désormais à plus de 500 km de ses bases. Admettons qu'il soit parti au printemps, il aurait dû marcher entre 3 et 6 mois sur un territoire déjà dévasté avant son arrivée. Souffrant sûrement de la faim et de la maladie, son armée n'aurait pas pu prendre les cités de la Loire et de la Seine. Il aurait alors tenté, une dernière fois, de convaincre les Alains et les Visigoths de le rejoindre. Cependant, Aetius s'assure que chaque fédéré tienne sa parole. Le Magister Militum aurait pu réunir 25 à 30 000 hommes pendant l'été 451, soit 3 fois rien pour une armée romaine, mais suffisamment pour affronter l'envahisseur. I'm just gonna go with, I think the Romans will defend. They're gonna be okay, I think. Pendant l'été 451, les plans d'invasion de la Gaule par le roi des Huns sont mis en échec. La résistance de la population, encouragée par les élites qui savent très bien le sort que l'envahisseur leur réserve, le refus des Germains fédérés de rejoindre Attila, les difficultés de ravitaillement ont dû forcer le fléau de Dieu à se retirer. À l'époque, comme la population se cachait et que les services publics n'existaient plus, personne n'a pu raconter ce qu'il s'est passé. Il est très probable que le nombre de personnes sachant lire et écrire ait reculé de façon drastique. En conséquence, à défaut d'avoir des faits vérifiables historiquement, toutes les informations qui vont suivre sont des interprétations faites à partir de faisceaux d'indices. Sous une chaleur suffocante, alors que les cités de Lutetia Parisiorum et d'Aurelianum lui résistent encore, le roi des Huns fait demi-tour. Son chemin a dû être différent de celui emprunté à l'aller afin d'éviter les zones ravagées. Il aurait donc prévu, peut-on penser, de passer plus au sud. Derrière, Aetius aurait sauté sur l'occasion. Il aurait traversé la Loire pour venir talonner son ennemi et le harceler quand il essaie de traverser la Seine. Puis, une fois le cours d'eau passé, il l'aurait rattrapé au niveau de Civitas Tricassium, aujourd'hui 3. Ainsi, soit par choix, soit par contrainte, Attila aurait arrêté sa marche et préparé son armée pour la bataille. À la fin juin, ou bien à la fin septembre 451, dans une plaine qu'on appelle les champs cataloniques, 25 à 30 000 romano-germains poursuivent 30 à 40 000 germano-huns. D'abord, du côté d'Attila, l'état de l'armée devait être si critique que la bataille a été repoussée le plus possible. There's gonna be a lot of death. I know you're shocked. It's gonna be a lot of death. Again. À ce titre, une source d'époque nous dit que les présages étaient catastrophiques. I don't know how the women have babies fast enough to keep the population going. Because back in these days, it was just like, I don't know. Did you even get to the age of 40? Were you lucky? Were you considered lucky if you were like, I'm 40 years old? Like, what? You're 40? Wow. That's like 103 today. That's my guess. I mean, I tell you, I'm very glad I wasn't around in these days. It had to be awful. Attila, aurait dit ses devins, connaîtra la défaite aujourd'hui. En conséquence, le moral des Huns comme celui des Germains devait être si bas que le roi n'aurait pas cherché la victoire écrasante. Plutôt, il aurait voulu ralentir Aetius pour pouvoir prendre la fuite un peu plus tard. Mais n'ayant pas d'autre choix que de se battre, il envoie les Ostrogoths sur une colline, située au sud-est, quand les autres Germains avancent à couvert dans les bois. Quant aux Huns, c'est-à-dire les meilleures troupes, ils prennent position sur le centre, devant les bagages et le butin qui sont placés derrière des chariots rangés en cercle. Ensuite, de l'autre côté de la ligne de front, Aetius sait qu'il est en position de force. Par contre, comme nous l'avons dit, il veut éviter que les Visigoths, sur sa droite, ne deviennent les grands vainqueurs de l'affrontement. Comme il n'a pas d'autre moyen de pression, il aurait, comme Attila, l'ambition de faire une bataille prudente, limitée, sans avoir pour objectif de détruire complètement son opposant. Prenant toutes ces précautions, il demande aux Alains d'emmener la cavalerie sur le centre. Ces derniers étant des archers montés, tout comme les Huns, ils seront en mesure de résister face à la horde. Quant aux soldats de Mérovée, qui ont servi l'Empire pendant 2 siècles, il est possible qu'ils soient assimilés à la machine de guerre romaine. Après tout, de nombreux Francs y ont déjà fait carrière. Si c'est vrai, Aetius pourrait donc manœuvrer, marcher, se déplacer en ordre avec les Francs. Ainsi, le bloc formé par les Saliens, par les Romains et par les Bretons pourrait agir dans un ensemble cohérent. Bref, le plan d'Aetius pourrait être le suivant.
empêcher Attila d'enfoncer le centre avec ses archers, percer le dispositif ennemi sur la gauche, puis le tourner afin de flanquer les Huns et espérer que les Visigoths soient bloqués sur la droite. Vers 15h, soit très tard pour commencer le combat, les hostilités sont déclarées. Les Visigoths de Théodoric affrontent les Ostrogoths sur la colline, les Alains se défendent contre les archers montés, les Francs, Romains et Bretons montent à l'assaut de la forêt. Sans qu'on ait davantage de détails, on peut imaginer deux stratégies possibles pour le roi des Huns. D'abord, un assaut général pour tenter de surprendre Aetius. Dans ce cas, les combattants se seraient jetés dans la mêlée, de la façon la plus féroce possible, mais la fatigue et le manque de morale les auraient empêchés de réussir. Deuxième stratégie possible, Attila serait sur la défensive. Il aurait demandé non pas de pousser, mais de bloquer l'avancée de l'ennemi, l'objectif étant de le ralentir afin de prendre la fuite une fois la nuit tombée. Malheureusement pour les Huns comme pour les Romains, les événements ne se déroulent pas comme prévu. En effet, They never do. il semble que si l'envahisseur tient le choc près de la forêt et sur le centre, les Visigoths, de l'autre côté, se soient emparés de la colline. Catastrophe pour Attila, la déroute des Ostrogoths le découvre complètement sur son flanc gauche. Oh, Néanmoins, c'est également la catastrophe pour Aetius, ah, celui-ci étant toujours bloqué à la lisière des bois. Les aigles de la victoire ne reviendront pas aux Romains, mais à Théodoric. Par contre, le peuple fédéré agit avec beaucoup d'imprudence. Peut-être persuadé d'avoir un coup à jouer, leur souverain se précipite et se met à charger dans la plaine. Le roi est alors fauché par un projectile, empêchant le géant allié de Ravenne de pousser son avantage. Ainsi, la bataille des champs cataloniques aurait pu se terminer comme suit. Attila se barricade autour de ses chariots, il est assiégé par les Visigoths qui préparent l'assaut final. Aetius est toujours bloqué sur la gauche et voit la victoire lui filer entre les doigts. Seulement, comme la bataille a commencé très tard, la nuit finit par tomber, forçant les deux camps à stopper les opérations. C'est alors qu'à cet instant, jouant le tout pour le tout, le Magister Militum aurait tenté un coup de poker. Auprès des fils du défunt Théodoric, Aetius leur recommande non pas de continuer, mais plutôt de quitter le champ de bataille. Il ne Really? serait pas sage, aurait-il déclaré, de laisser leur royaume sans surveillance alors que le roi vient de mourir. Mieux vaut sécuriser la succession avant que leurs rivaux ne profitent de leur absence. De cette façon, le Romain aurait obtenu le départ des Visigoths, qui ont fait la moitié du travail, ne restant sur place qu'avec les Francs, qu'avec les Bretons, qu'avec les Alains et les autres Germains. Problème, désormais, le Magister Militum n'a plus assez de troupes pour détruire l'envahisseur. Profitant de cette opportunité inespérée, Attila peut s'échapper vers la frontière. La Gaule est donc sauvée. Ravenne maintient l'équilibre des forces entre les fédérés, mais la question qui se pose est la suivante. Le roi des Huns va-t-il rester sur un échec, ou bien va-t-il se venger dès la prochaine saison militaire? oh là là. Ben, il va se venger, definitely. Definitely. He's not gonna let it end like that. Après son échec contre la Gaule, Attila ne perd aucun instant et se prépare à passer les Alpes. En 452, il réunit donc une deuxième armée, met ses menaces à exécution et ravage la plaine du Pô. Bis repetita, Aetius ordonne à la population de se barricader dans les forteresses. Le territoire, en effet, déjà ravagé par les Goths il y a quelques décennies, n'offre que très peu de ressources à l'envahisseur. Celui-ci souffre donc de la faim, de la maladie, en est réduit à une guerre de siège, lente et fatigante. Les Romains en profitent pour appeler au secours. L'Empire d'Orient rassemble une armée près du Danube et menace le campement de la Horde. Dans la légende, il est écrit que l'Auguste d'Occident, par peur de se voir capturé, a quitté sa capitale pour se réfugier à Rome. Il aurait alors chargé le patriarche de la ville, Léon Ier, de négocier avec l'envahisseur. Celui-ci, par la seule force de ses prières, aurait alors convaincu le roi des Huns de se retirer. Néanmoins, comme nous l'avons vu, les difficultés logistiques, la menace des Orientaux et le paiement d'un tribut consenti par Ravenne sont des raisons plus crédibles. L'Empire d'Occident est donc sauvé, mais il est toujours au bord du précipice. Et comme d'habitude, même You had your chance, I would have attacked. au fond du trou, les Romains vont encore trouver le moyen de retomber dans leur travers. Alright. D'abord, en 453, Attila meurt subitement. Son empire ne lui résiste pas, les Oh. Huns et les Germains se séparent de nouveau. Ensuite, Oh. à la cour de Ravenne, Aetius devient l'objet des convoitises. Yeah, I don't think they had a very good medical system back in these days. Yeah.
I don't think everybody had medical insurance. You know what I mean? So he didn't have any insurance, so probably had a bad cold, and that's all it takes for you to die back in those days. Yeah, so it's terrible. Just no medical. L'Auguste d'Occident, contre la logique même, fait exécuter son meilleur serviteur qui lui fait de l'ombre. Il essaie Can't trust nobody. alors de reprendre le contrôle de son empire, mais les factions politiques se disputent le pouvoir. Plus rien ne Can't trust fonctionne, nothing. plus rien n'est rationnel, plus rien n'est collectif. Le coup de grâce est porté par les Vandales en 455. Depuis le royaume d'Afrique, en effet, ils débarquent en Italie et s'emparent de l'ancienne capitale. Le pillage, qui va durer 15 jours, sonne le glas définitif de la ville éternelle. De près d'1,5 million d'habitants en l'an 200, Rome n'en aurait plus que 20 ou 30 000 2 siècles What? plus tard. I told you there'd be a lot of death. I tell you, I'm shocked how they were able to maintain humanity back in these days. Une chute I verticale mean, that's a monster drop. That's a shit ton of dead people. Oh, man. vertigineuse, à l'image de la puissance romaine qui a Wow. complètement disparu. Wow, wow, wow. Alors que l'Occident gît agonisant sur son lit de mort, quel peut être le destin des Gallo-Romains? Si Rome n'est plus que l'ombre d'elle-même, vers qui les habitants vont-ils se tourner pour être protégés? Merci à MyHeritage pour avoir soutenu cet épisode. And now we continue. And I don't know where we continue to. But Rome held their own again. That's a lot of dead people. My God. I don't know. It's just a different way of, it's just a different way to think back in these days. Can you imagine today, like, killing women and taking kids for slaves in war? I mean, yes, women, children, or, innocent citizens always get killed in war. But to do what these people did, and it wasn't good enough to just kill them. Then they had to, like, destroy the entire village, burn down all the houses, destroy all resources. So anybody that lived there would starve and die anyway. It was just a very weird way of, we have to eradicate anyone who's not us, who doesn't think like us. They just need to be killed and removed. And that was it. There was no talk. Listen, I have now seen Europe go through just stages of war, which seems to be an eternity. My God. I mean, if it wasn't for Russia and Ukraine, when is the last time that Europe had any kind of war? You know what I mean? I'm trying to think. I mean, thankfully, it's been a long time now, because the shit you guys have gone through in the past, it just seems like it was endless. It was every single year. Every year, land was being destroyed and taken over, and there was death and war and fighting. Every year. So at least now, like I said, when did this Russia-Ukraine crap start? It started like 4.5 years, like 2021, late 2021, I think. So before 2021, to whatever Europe's, obviously World War II. But after that, yeah, you guys have been pretty much, it's been calm. It's been calm. Everybody understands this is my country. This is my border. Here's the border. This is my side. That's your side. And just, that's it. Don't mess with us. We won't mess with you. Oh, right? You never hear like Spain attacking France, France attacking Italy, Italy attacking Greece. Like, no, none of that happens. It just doesn't happen. But man, back in these days, just everything was attacked. Every day, every year. It was, I'm blown away by it. Really, I really am.
and the lack of compassion for human life really blows me away as well. But anyway, what up? Part 9 of 9 complet. And now I don't know. I guess our Patreon probably has something else in mind. We will see. Take care. Peace out. A la prochaine.